Pour en revenir à vos pratiques personnelles de l'écriture, pour quelles raisons écrivez-vous? Et pour quelles raisons choisir le témoignage ou l'essai? Je réponds? Oui, oui. Bon, alors, personnellement, je ne me considère pas comme un écrivain au même titre qu'Alessandra. Alessandra est une écrivaine Non, mais à 100%. non, pas à 100%. Mais si. Je suis amateur comme toi. D'ailleurs, je pourrais dire écrivante parce que je suis. Moi, je m'étais quand même. On peut se considérer écrivain quand on a acquis une grande forme de notoriété. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans l'acte d'écrire, d'essayer. Ouais, c'est vrai. Alessandra a écrit de la littérature. Moi, personnellement, ce que j'ai écrit des livres scientifiques, en particulier qui ont été publiés, en particulier au Princeton, à Princeton University Press, aux États-Unis. J'en ai écrit quelques-uns. J'ai publié aussi beaucoup de livres en France, mais j'en ai beaucoup qui ont été publiés aux États-Unis. Mais c'est des livres scientifiques. Par ailleurs, j'ai écrit, donc comme j'avais dit, une douzaine de livres concernant les questions de droit international, guerre et paix, mais ce ne sont pas vraiment, c'est pas des, enfin. Si, il y a un roman quand même qui est. Oui, c'est un roman. Un combat pour la paix. C'est exact. Il y a un roman, mais enfin un roman qui est quand même assez proche de des affaires de droit international et autres. Donc, je me considère pas vraiment comme un écrivain. Quand je dis écrivain, c'est homme ou femme. Hein. Écrivain au sens romancier, littérature. Oui, je comprends. Ouais, moi, dans mon cas, l'écriture, ça a toujours coulé de source pour moi parce que c'est la manière. J'ai envie de retranscrire ma vision du monde, les expériences que je vis, le réel tel que je le vis. Et ça a toujours été une façon pour moi de laisser une trace aussi de ce qui compte, des choses importantes et des expériences vécues aussi. Et pourquoi pas, si ces expériences peuvent avoir aussi un impact sur l'évolution des mentalités. C'est vrai que le témoignage PPDA, je l'ai aussi écrit pour ça, pour que ça ait un impact, parce qu'il y a beaucoup de choses que je considère très tabous à l'intérieur et que j'avais dit à personne d'ailleurs, que j'avais confié à personne et que j'ai révélé dans ce livre. Et je pense que l'écriture, là, joue un rôle de libérateur, de libération. Et c'est d'ailleurs, on parle de libération de la parole. C'est pas que la parole, c'est libération dans l'écrit aussi. Que pensez-vous de la littérature engagée? La littérature engagée, c'est-à-dire qu'est-ce que... À mission, c'est-à-dire quand tu veux défendre une cause ou... Bon, moi, personnellement, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec la littérature engagée, si certains auteurs veulent écrire de la littérature engagée. Mais même ton livre, Un combat pour la paix, c'est des personnages très engagés. C'est exact, oui. Oui. Donc, moi, effectivement, j'ai été engagé de ce point de vue-là. Donc, je pense que la littérature engagée a sa place, effectivement. Moi, c'est vrai que mes sujets, c'est plutôt l'intime. Je sais pas si on peut parler de littérature engagée, mais si, un peu pour quand même la liberté de chacun, de définir ses choix, de vivre sa vie selon ses propres croyances. Je défends beaucoup l'individualisme, donc ça se retrouve dans mes ouvrages. Et après, mon dernier livre, PPDA et moi, oui, c'est engagé dans le sens où je défends une certaine vision de ce qui s'est passé, puisque c'est basé sur ma propre expérience. Donc là, je me sens totalement bien placée pour raconter mon histoire et donner mon avis sur ces questions. Est-ce que le témoignage vous semble plus puissant aujourd'hui qu'une fiction? Moi, je dirais que pas nécessairement. Je dirais que un vrai roman peut être un témoignage peut-être plus puissant qu'un témoignage simple, un témoignage limité qu'on ferait oralement. Oui, ça peut donner une dimension plus universelle. C'est vrai que la fiction peut être très puissante au service d'une histoire, même basée sur une réalité, mais la fiction a des ressorts que le témoignage permet pas. Je dirais qu'une fiction peut être plus puissante qu'un témoignage. Sauf la force du témoignage, c'est que tout le monde sait que c'est réel. Enfin, a priori c'est réel, donc ça donne une force de savoir que tout ce qui est raconté, c'est vraiment passé. Mais la fiction offre un éventail plus large de moyens pour apporter une puissance. Ouais. Moi, je dirais donc que l'un complète l'autre. Hein. Ouais. Les deux se complètent. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus dur à écrire? Une scène vraie ou une scène inventée? Alors ça, c'est Alessandra qui va répondre. Je dirais
Une scène inventée, c'est plus difficile. Oui. Une scène vraie, c'est moins de travail. On raconte ce qui s'est vraiment passé, à moins qu'elle ait été très traumatique, qu'il y ait des douleurs liées à cet épisode. Dans ce cas, ça peut être très pénible de raconter un événement passé qui a été très douloureux, non digéré, ou qui ravive des mauvais souvenirs. Typiquement, si quelqu'un devait raconter, je pense, un viol, ça c'est très douloureux, ça doit être très difficile. Mais raconter une fiction, c'est difficile aussi parce que il faut vraiment que ça colle que ce soit crédible, il faut vraiment se plonger dans un univers. Et non, je pense que les deux peuvent être difficiles. Et à quel moment est-ce que on sent en tant qu'auteur qu'un sujet mérite un livre? À quel moment? C'est très difficile à dire. Et moi, je pense que Sandra sera probablement d'accord avec moi. Je pense que ça vient au bout d'un certain temps. Des choses tournent dans la tête. Et à un certain moment, je crois on sait qu'il faut écrire. C'est moins vrai pour moi, pour Alessandra, puisque mes livres ont été plutôt des questions de droit, qui sont des questions sur la longue durée. Mais par exemple, récemment, j'ai décidé et j'ai écrit d'ailleurs, c'est presque terminé, un nouveau livre qui raconte la visite sur Terre d'un personnage qui vient d'ailleurs et qui étudie notre espèce humaine et pour voir qui essaie de dire et qui essaie de déterminer les différents aspects qui l'ont intrigué et frappé dans ce qu'est notre espèce humaine. Et à un moment donné, et c'est assez récent, à la suite de toute l'expérience que j'ai eue et que j'ai esquissée précédemment, j'ai eu l'impression que je devais écrire ça. Ouais, de mon côté aussi, c'est une longue gestation. Le sujet s'impose généralement. C'est en fait toujours lié à une phase de ma vie, et un livre est toujours l'aboutissement d'une phase de ma vie. Donc pour moi, l'écriture va de pair avec ma vie, et c'est ce qui a conditionné aussi un certain nombre d'événements, d'enchaînements, de rencontres. C'est vraiment central pour moi. Donc tout ce que j'écris en fait est lié à ce que je vis, et ça s'impose de soi-même à un moment souvent où je dois clore un chapitre où j'ai besoin de raconter, de formaliser, de mettre un terme à des sentiments, des émotions. C'est pas forcément que je vais raconter exactement ce que j'ai vécu dans la phase en question, mais ça révèle un état d'esprit, une vision, une douleur ou une ambition, et c'est ce que je mets dans le livre, et ça me permet de passer à une nouvelle phase de vie. Est-ce qu'un événement vous a poussé à écrire pour la première fois quelque chose d'intime ou de fort? Je te laisse répondre. Donc moi j'écrivais déjà depuis longtemps les cahiers, et c'était une forme d'expression de mon quotidien, des événements. Mais après, ce qui m'a poussé à écrire mon premier roman, effectivement, c'est ma rencontre avec Patrick Poivre d'Arvor en 2005, et les événements qui en ont suivi, c'est-à-dire dans la tour TF1. Donc tout ça m'a poussé à écrire un roman, parce que il y avait quelque chose à résoudre, il y avait une situation qui était malsaine, il y avait une histoire qui était devenue même violente, avec une vraie confrontation entre moi et ce personnage, en fait, parce que c'est devenu un personnage qui en fait était une figure d'autorité, qui cherchait à imposer un pouvoir sur moi, parce qu'on parle pas que de rapport sexuel, c'est aussi cette forme d'assise que quelqu'un peut avoir sur une personne jeune, à une époque où j'étais très jeune. Et donc je voulais pas être soumise à ce regard masculin, à cette figure d'autorité. Donc pour moi, c'était un vrai questionnement. Comment rétablir l'équilibre? Comment m'affirmer dans un contexte où on voulait un peu m'écraser et me donner l'impression que j'étais inférieure. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. Un suicide. Okay. Est-ce que vous avez écrit pour vous défendre? Pour vous réparer peut-être? Pour vous libérer? Alors dans le cas de ce roman, c'était pour raconter ma vision, ma partie, parce que j'avais pas eu l'occasion de m'exprimer, même si j'avais pu déclencher des face à face pour dire ce que je pensais, mais là j'ai pu vraiment exprimer
dans le détail mon point de vue et rétablir cette forme d'équilibre dont je parlais. Je pense que l'écriture est très puissante de ce point de vue-là. Elle permet de revisiter des moments du passé où on n'a pas forcément eu le dessus, où on n'a pas forcément eu le temps, où on n'a pas forcément pu, où on n'était pas mûr suffisamment pour comprendre les enjeux, ce qui se passait. Donc là, on peut revisiter ce passé et le réapprivoiser et prendre un peu une forme de revanche, oui, sur les événements, parce qu'on les fixe aussi, on en laisse une trace, on témoigne en même temps. Donc oui, l'écriture joue un rôle fondamental et ça permet d'ancrer aussi des situations, parce que sinon le risque, c'est l'oubli. Et l'oubli et occulter des événements négatifs, je ne sais pas si c'est aussi très positif. L'écriture, sur le moment, c'est douloureux, parce qu'on ravive, enfin pas toujours, mais quand on raconte des événements réels douloureux et qu'on les transforme en fiction, ça peut être très douloureux sur le moment, dans l'instant, mais il y a toujours ce côté libérateur qui est présent. Donc je pense que c'est pareil pour toi, même si tu écris plus des essais. Non, moi je pense que non, pour moi je pense différent, parce que moi je suis un peu Alessandra, comme la plupart des êtres humains, a des sentiments et des émotions, et à part qui peuvent la conduire à écrire. Moi personnellement, j'ai pas tellement. Alors, l'être humain de manière générale a effectivement des sentiments et émotions, mais moi, c'est ce qu'on me reproche parfois. Moi, j'en ai pas beaucoup de sentiments et d'émotions. Moi, je suis un être qui est presque purement rationnel. Donc, j'éprouve pas beaucoup de sentiments et d'émotions qui me conduiraient à écrire. Maintenant, ce qui me conduirait... Peut-être que tu es plus réservé, c'est parce que tu les exprimes moins dans les... Non, c'est parce que ça veut pas dire... Non, faut pas exagérer. Je veux pas dans l'autre sens non plus. Ça veut pas dire j'ai aucun sentiment, etc. Mais les sentiments, j'en fais toujours abstraction. Je raisonne de manière rationnelle. Et si j'écris quelque chose, c'est parce que je suis arrivé rationnellement à l'idée que ça mérite que ce sujet mérite d'être abordé et étudié. Après, c'est vrai que c'est plutôt les hommes, ils ont un côté plus rationnel souvent. Et c'est vrai que Daniel a une carrière scientifique vraiment dans les mathématiques. Donc, c'est une vision beaucoup plus analytique, plus rationnelle. Et dans l'écriture, c'est vrai que j'aime beaucoup aborder l'émotionnel de mon côté. Est-ce qu'écrire a pu vous mettre en danger, soit dans votre entourage, dans votre milieu? Bon, en grave danger, non. Mais en danger de manière plus douce, moi je dirais que oui, parce que précisément, prenons les questions. Quand je me suis mis à étudier les questions de droit international de la guerre et la paix, que j'espère analyser de manière rationnelle, mais ce sont des questions sur lesquelles beaucoup de gens, la plupart des gens, ont des opinions toutes faites qui viennent de ce qu'on raconte dans les journaux, de ce qui est le point de vue dominant à une époque dans notre société. Et moi, j'ai tendance à ne pas rentrer dans ce cadre-là. Par exemple, je donnerai un simple exemple. Si on prend le cas de la guerre en Ukraine, moi, j'approuve pas du tout la Russie d'avoir lancé la guerre, d'avoir lancé en 2022 ce qu'elle a fait contre l'Ukraine. Mais la question est beaucoup plus complexe. Et si on analyse les choses de manière rationnelle, ce que j'ai essayé toujours de faire, eh bien, les responsabilités de cette guerre sont partagées. La guerre avait en fait commencé déjà en 2014, lorsqu'il y a eu un changement complet à la suite de manifestations à Kiev, un changement complet, l'arrivée d'un nouveau pouvoir anti-russe et pro-occidental. Et l'armée ukrainienne, à ce moment-là, certaines parties pro-russes de l'Ukraine, dans le Donbass et en Crimée, ont pris leur indépendance. Et l'Ukraine a, dès 2014, lancé la guerre, pas contre la Crimée d'ailleurs, mais contre les deux régions du Donbass qui avaient pris leur indépendance. Alors, et c'était des régions qui clairement étaient pro-russes, les deux régions qui avaient pris leur indépendance. Donc, on aurait pu, moi j'ai expliqué que
il devait y avoir des négociations pour voir que faire. Or, en France, l'opinion générale dominante, quasiment sans discussion possible, c'est que la Russie, il n'y a aucun doute, l'Ukraine est très bien, n'a jamais commis un seul crime de guerre, ce qui est évidemment faux, hein. Enfin, c'est un peu une opinion dominante. Est-ce qu'on n'a jamais accusé en France l'armée ukrainienne de crimes de guerre? Je crois pas. Vous en avez vu? Bon. Et l'armée russe a aussi commis des crimes de guerre d'ailleurs, dont on a parlé. Et dès le moment où on n'est pas absolument pro-Zelensky, eh bien, on a des problèmes. Et j'ai eu des problèmes à cause de ça. C'est vrai. Parce que les gens me disaient, mais c'est honteux, Poutine est un immense assassin, la Russie est effroyable, elle veut nous attaquer, et ainsi de suite. Bon. Et d'ailleurs, pas que avec ce livre, mais avec même tes positions sur l'affaire PPDA, nos positions d'ailleurs sur l'affaire PPDA, on a été, ça a créé un mini scandale à l'époque. On a été attaqué parce qu'on essayait de réfléchir de manière rationnelle. Même Alessandra, qui est soi-disant moins rationnelle que moi, a aussi réfléchi de manière rationnelle. Oui. C'est d'ailleurs Alessandra qui a attiré mon attention sur l'importance de la notion de sidération. Oui. Qui est une notion qui maintenant a été reprise en particulier. Il en est question explicitement dans le nouvel projet de loi dont j'ai parlé là pour. C'est très difficile de défendre la nuance aujourd'hui. Il y a beaucoup de positions Quand on extrêmes. essaie d'être nuancé, ça pose des problèmes. Ouais. Et moi, j'ai eu des problèmes sur le plan politique. J'ai eu effectivement des problèmes réels. C'est vrai que l'écriture met un peu en danger parce qu'on se dévoile forcément quand on écrit. On dévoile son intimité dans le cas des romans. Parfois, c'est gênant parce qu'on peut être confondu avec son personnage, alors que dans son personnage, on peut vouloir montrer des vulnérabilités qui sont pas forcément les nôtres. On peut vouloir accentuer des aspects ou des angles. Et en fait, les gens pensent que c'est nous complètement parce que c'est inspiré peut-être de choses qu'on a vécues. Donc, en ce sens-là, c'est délicat parfois. Et puis, il y a quand on affirme des idées vraiment dans le cadre d'un témoignage ou d'un essai. Qui ne sont pas dans l'air du temps. Qui sont à contre-courant, même, on peut le dire. Qui sont à contre-courant. Voilà, là, on peut être frontalement attaqué. Et c'est le cas dans mon livre. Il y a eu pas mal d'avis, mais de personnes qui n'avaient même pas lu, qui critiquaient d'emblée, simplement parce que j'émettais un peu de nuance et que je rappelais que, à l'époque des faits, la société était différente et qu'on pouvait pas juger selon les critères actuels. En plus, dans le cas d'Alessandra, PPDA s'est très mal comporté envers Alessandra, à mon avis. En même temps, quand Alessandra a dit clairement non, il a arrêté. Hein, oui, voilà. Il avait des côtés très complexes, un peu comme beaucoup d'êtres humains, et dans son cas, s'ajoutait à ça tout un milieu et une position aussi dont il abusait. Mais sa position, elle faisait en sorte que dans le milieu littéraire, il pouvait se permettre des choses à l'époque et que tout le monde trouvait ça normal finalement. Est-ce que vous avez hésité à publier certains textes et pour quelles raisons? Moi non, non. Non, après on n'a pas hésité. Parfois c'était difficile de trouver justement un éditeur pour les publier parce que de mon côté, j'ai jamais hésité à exprimer des émotions. Alors après, on peut hésiter parfois à se dévoiler trop dans l'intimité. Il m'est arrivé de censurer des passages, oui, où je racontais trop des pensées vraiment intimes et que j'ai envie de dire finalement à personne. Et je sais qu'à partir du moment où c'est publié, c'est dans le monde, ça appartient au monde et on doit en fait complètement abandonner nos écrits au monde. On peut pas retenir. Donc c'est vrai que ça, il y a une forme d'hésitation sur parfois des passages. Je sais pas si c'est ton cas aussi. Non, j'ai jamais eu ce problème-là dans ce qui me concerne. J'ai toujours écrit ce que je pensais après mûre réflexion, devoir écrire. Oui, parce que moi je parlais plus du point de vue roman. Mais du point de vue, c'est vrai, du témoignage, en tout cas, j'ai raconté l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, mes idées telles qu'elles se sont déroulées. Après, les conséquences, je les assume parce que on se base aussi sur les faits et sur la réalité telle qu'on l'a vécue nous. On peut pas, bien sûr, savoir ce qui est arrivé à d'autres personnes, mais on peut raconter notre histoire ou notre vision. Et heureusement qu'il y a cette liberté d'expression et ce débat ouvert aujourd'hui
qui est absolument essentiel aussi pour l'évolution des mentalités. Parce que si on reste que sur des positions extrêmes et non nuancées, comment peut-on faire avancer même la loi? On peut pas avoir, il faut que tout le monde puisse s'exprimer librement. Quelle a été la scène la plus difficile à écrire dans votre parcours? Ça, c'est toi qui vas répondre. Dans mon cas, récemment, dans le témoignage, c'est peut-être des passages où j'étais moi-même un peu ambivalente, parce que je voulais pas occulter du tout cet aspect-là, où il y a quand même, en fait, c'est un jeu entre deux personnages. Donc on peut pas dépeindre l'autre comme étant responsable et comme ayant toujours le mauvais rôle. C'est trop facile, on est obligé de reconnaître que soi-même on a donné des signaux, on est retourné voir la personne, en l'occurrence PPDA, je suis retournée le voir. Donc tout ça, j'avais pas envie de l'occulter. Donc c'est parfois difficile je veillais à ne pas occulter ma propre ambiguïté et le fait que c'est pour livrer un témoignage authentique et réel de ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez déjà regretté d'avoir écrit une phrase? Ou au contraire, est-ce que vous avez été fier d'en avoir maintenu une qui dérangeait? Une phrase dans tes livres que tu es... Oui, je réfléchis, mais je ne vois pas. Et au contraire, je suis très content et fier d'avoir écrit ce que je pensais devoir écrire. Par exemple, dans le domaine du droit international, même si ça correspondait pas à l'opinion dominante. Et ce qui est vrai aussi d'ailleurs dans le cas qui nous intéresse ici, de PPDA et de Pardieu, etc. J'ai écrit ce que j'ai pensé devoir écrire, et je ne le regrette pas. Non, c'est vrai qu'il faut un courage dans l'écriture et assumer ce qu'on écrit. Et dans mon livre, en l'occurrence, je réfléchissais beaucoup à trouver le bon équilibre entre une amitié que je pouvais ressentir pour PPDA, parce que j'avais connu si longtemps le fait que j'avais un attachement au personnage, parce qu'il était le personnage de mon premier roman aussi, et que je l'avais connu si longtemps dans des circonstances variées, et que j'avais vu son côté sombre. Et donc, pour moi, c'était important de trouver cet équilibre entre ne pas trop l'acculer et trop l'accuser, et en même temps raconter quand même les comportements complètement incorrects qu'il avait eus. Et parfois, j'ai des passages très durs envers lui, et je regrette pas de les avoir mis, parce que quand même, je trouve qu'il faut pas non plus nier le fait qu'il a eu des comportements incorrects d'un point de vue moral, éthique, et que c'est important quand même de raconter ces épisodes et de pas les minimiser. Donc il y avait toujours ce tiraillement parfois entre dire à l'époque c'était considéré comme étant normal et tout le monde jouait le jeu, et d'un autre côté dire non, ça ne va pas, il faut que ça change, c'était pas bien. Et avec le recul, c'est vraiment déplacé, et ça peut laisser des traces aussi sur quand on est très jeune, quand on rencontre une figure comme ça étant très jeune. C'est ce que j'ai voulu dire aussi dans mon livre, et dépasser cette question seulement les questions sexuelles, parce que pour moi ça va bien au-delà de ça. C'est le respect de l'autre, de la femme, mais de l'autre en plus généralement, le respect d'une jeune personne avec qui il y a un décalage très important, parce qu'elle vient et elle a pas d'expérience, elle a une demande peut-être d'affection, de conseil, et de l'autre vous avez une figure qui lui a toute une expérience, une aura, et ces situations-là peuvent générer des séquelles importantes si c'est pas fait avec respect. Alors moi j'ajouterais que, pour répondre aussi à une question que vous avez posée précédemment, est-ce que je me mets entre guillemets en danger quand j'écris? Il est vrai que, comme je l'ai dit, moi, j'écris de manière rationnelle ce que je pense devoir écrire après analyse précise et rationnelle de tout ce qu'on peut, de tous les faits. Et ça m'a entraîné des problèmes à la fois dans le domaine politique. J'ai cité le cas d'Ukraine tout à l'heure. Je précise à nouveau que j'approuve pas pour autant la Russie, mais la question est plus complexe. Et il y a un autre. Alors, pour revenir au cas donc qui nous intéresse, nos livres actuels, quels sont les problèmes sexuels entre guillemets, eh bien quand
j'ai d'abord, avant même d'écrire, mais a fortiori à partir de ce que j'ai écrit, j'ai été mis violemment en cause, dans un premier temps, par l'association féministe MeToo Media. MeToo Media, qui m'a accusé de promouvoir la culture du viol et de mépriser les femmes. Alors, mépriser les femmes, c'est parce que j'avais écrit dans un communiqué de ma fondation, à la suite, puisque j'étais mécène du prix du temps retrouvé, j'avais écrit que j'avais dit, il est très bien que la parole des femmes se libère, c'est des choses excellentes, et j'avais rajouté, même s'il faut malgré tout parfois prendre la parole de quiconque, femme ou homme, de la prendre avec, je sais plus quel mot j'avais utilisé, de la prendre avec de recul ou oui, avec recul, distance, avec distance, quelque chose comme ça. Oui. J'avais dit quelque chose comme ça, donc j'ai été accusé de mépriser les femmes. Explicitement, j'ai été accusé publiquement par MeToo Media de mépriser les femmes, et sur la culture du viol, j'ai été accusé essentiellement parce que j'avais fait une analyse où je condamnais, en particulier du point de vue moral, l'attitude de PPDA envers les femmes, mais en même temps, je n'accusais pas PPDA d'agression sexuelle et de viol, au sens juridique. Parce que, je répète, étant donné la loi telle qu'elle existait en 2021, encore en 2021... De toute façon, il n'avait pas été jugé. Premièrement, il n'avait pas été jugé, et deuxièmement, cela dit, même si il m'avait paru totalement évident qu'il avait commis des viols, je l'aurais dit. Je pense que je l'aurais dit, c'est ce que j'ai dit dans mon communiqué, mais la situation n'était pas claire à ce point, puis pour les raisons que j'ai dites. Là où on l'accuse de viol, ce sont des femmes qui se sont laissées faire, qui n'ont pas protesté et se sont laissées faire, donc sous sidération. Et d'après la loi telle qu'elle existait, je me suis déjà expliqué, on ne pouvait pas affirmer que selon la loi, il y avait eu viol, donc je n'ai pas employé ces termes, et donc j'ai été accusé par MeToo Media, dans un premier temps, de promouvoir la culture du viol. Alors cela dit, j'ai pris contact, peut-être c'est intéressant de le dire, j'ai pris contact à l'époque avec la présidente de MeToo Media. Oui, Emmanuelle Dancourt. On l'avait rencontré tous les deux. Et nous avons eu un rendez-vous à tous les trois, avec Alessandra, Emmanuel et moi, où nous avons pu discuter et nous nous sommes mieux compris. Ça ne veut pas dire que nous sommes arrivés à des conclusions communes, mais nous sommes au moins mieux compris. Et à la suite et Emmanuelle Dancourt, la présidente de MeToo Media, m'a adressé un message. Donc elle m'a écrit: cher Daniel, qu'est-ce que c'est? La discussion amène... le dialogue amène... Le dialogue amène la compréhension. C'est ça. Et je pense que du côté même de ces associations, comme MeToo Media et de ces mouvements, il y a une évolution. Parce qu'il y avait des positions extrêmement radicales au début, quand l'affaire PPDA est sortie et d'autres affaires. Et maintenant, il y avait peut-être un peu moins... avec des réserves, parce que bon, il y a eu donc cet acte de MeToo Media que j'ai subi à l'époque. Oui. Et Macron lui-même, ça dit Macron méritait un peu plus que moi, mais il ne méritait quand même pas. Macron lui-même, dans l'affaire de Pardieu, a été violemment accusé par MeToo Media, et les accusations étaient les mêmes qu'à mon encontre, c'est-à-dire accusation de promouvoir la culture du viol au plus haut niveau d'État. Macron a été accusé comme ça, parce que il avait dit, alors lui c'est différent, il avait dit, je n'ai pas à dire quoi que ce soit sur le cas de Pardieu, et il y a des juges, il y a la justice, elle jugera, et pour l'instant j'ai rien à dire. Oui. Et c'est là qu'il a été accusé, parce que MeToo Media a dit, mais il était tellement évident que ce qu'il a fait était mal. Alors, effectivement, à mon avis, Macron avait commis une erreur que je n'avais pas commise pour ma part. Moi, j'avais dit du mal par exemple, dans le cas PPDA, j'avais condamné PPDA moralement, en considérant que ses actions et que ses comportements étaient totalement inappropriés. Macron n'a rien dit de tel, alors que c'était quand même évident à propos de Depardieu. Il n'a rien dit. Macron, alors après d'ailleurs, Macron a essayé de se rattraper et de se rapprocher de MeToo Media, et je ne sais pas où ça en est maintenant. De toute façon, il y a un vrai équilibre à trouver dans toutes ces questions. Il y avait une grande explosion d'articles, de mouvements médiatiques à l'affaire PPDA. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une forme de lassitude aussi. Il y a toutes sortes de visions qui s'affrontent.
et aussi dans la loi, dans l'application de la loi. Et pour ce qui est de tout ça, je pense qu'on va finir par arriver à un dialogue entre les différentes entre les différents extrêmes pour arriver à un juste milieu. En tout cas, moi, je suis toujours ouvert au dialogue, et Alexandra aussi. Hein. Oui. Nous sommes toujours ouverts au dialogue. C'est vrai, on écoute. Même si nous parties, disons quand même, voilà. nous estimons que nous disons ce que nous pensons. On n'est pas obligé de dire exactement. Mais dans un dialogue, on n'est pas obligé d'être exactement d'accord avec l'autre. Oui, voilà. Si ce on qui est dialogue, important, c'est le débat. Comme on dit d'ailleurs, y compris en politique, oui. Quand il faut négocier, ben on négocie avec son ennemi. Exactement. Mais il y avait un moment où, quand on a sorti nos points de vue nuancés sur ces questions-là, on a voulu complètement nous faire taire. Il n'y avait même pas de possibilité d'exprimer un avis un peu différent. Et on était vraiment violemment attaqués, hein, je pense, en 2021. Voilà, ça a été une tornade. Encore en 2022, maintenant peut-être moins quand même. Oui, maintenant moins, parce que il y a eu une époque où c'était vraiment très très fort, hein, l'expression. D'ailleurs, une chose qui est remarquable dans le cas des mouvements féministes, alors je ne sais pas si c'est le cas de MeToo Média ou d'autres mouvements féministes, mais ils sont certains sont un peu contradictoires, parce que c'est ceux qui ont voulu le changement de la loi, dont on a parlé tout à l'heure, et qui ça aboutit à ce nouveau texte de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale. Il y a donc c'est reconnaître, quand on dépose un texte de loi, ce nouveau texte de loi, c'est reconnaître que la loi n'était pas suffisante à l'époque pour condamner les gens en justice. Oui, c'est reconnaître que si la loi change, c'est aussi que les mentalités changent. Et à l'époque des faits, cette nouvelle loi n'existait pas. Et donc encore vrai. En 2021, quand il y a eu l'affaire PPDA, Depardieu c'est 2022, je crois, 2023, et l'abbé Pierre c'est 2023-2024. La loi n'a encore pas changé aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Est-ce que certaines personnes se sont reconnues dans vos livres ? Dans le dernier, forcément, c'est un témoignage, donc tous les personnages sont réels. Hein, j'ai inventé personne, donc oui, les personnes en question se sont reconnues. Alors, je les ai pas toutes forcément rencontrées, mais certaines oui, et certaines m'ont dit qu'elles avaient énormément apprécié la façon dont je les avais dépeintes et le message que elles avaient fait passer, comme c'est le cas de Martine. C'est un des personnages, voilà. Intéressant. Donc, dans un chapitre, c'est Martine versus MeToo Média, parce que Martine, elle a un point de vue complètement différent sur ses relations sur PPDA, qu'elle défend, elle, de son côté avec ardeur, c'est-à-dire, elle est vraiment pro-PPDA, entre guillemets. Et donc, elle a trouvé que j'avais très bien relaté, sa vision à elle. Et d'autres personnes m'ont dit la même chose. J'ai essayé d'être le plus fidèle possible aux différents personnes que je décris. Et c'est important de pas trahir, ce que c'est d'être le plus proche possible de la réalité quand on parle de vraies personnes et de témoignages, et de pas mettre dans leur bouche des choses qu'elles n'ont pas dites, et d'être respectueux aussi de leur vie privée, etc. Et pour ce qui est des romans, là c'est plus compliqué dans le sens où je m'éloigne vraiment du réel souvent, mais bien sûr certains se sont reconnus parfois alors que je parlais pas d'eux. Enfin, c'est vrai que parfois ça peut même être des erreurs. Des personnes se reconnaissent alors que je les évoquais pas du tout, et c'est toujours assez gênant. C'est vrai quand on parle d'un personnage de façon un peu critique et que il nous fait penser à quelqu'un, on espère qu'il va pas se reconnaître, et souvent, heureusement, il ne se reconnaît pas parce qu'on a vraiment camouflé son identité le plus possible. Mais... Alors, pour moi, la question est différente, parce que dans la très grande majorité de ce que j'ai écrit, il s'agit de personnages réels que j'ai cités nommément des personnages. Il y a une petite réserve, il y a une petite différence, ça concerne précisément le roman que j'ai écrit, qui est intermédiaire entre roman et essai aussi sur
sur le droit international, la guerre, etc. Alors dans ce roman, alors il y a deux personnages centraux. Il y a deux personnages. Il y en a un, il y a un homme et une femme. Alors l'homme est très différent de moi, parce que dans le roman, contrairement à moi qui suis, je pense, un être, comme j'ai dit, essentiellement rationnel, a priori, je crois, dans mon roman, il y a homme et femme. L'homme, au contraire, n'est pas un personnage purement rationnel. Il a des sentiments et tout ce qui se passe dans le monde, tous les événements, les atrocités qui se passent dans le monde, le touchent profondément. Et il se rend compte qu'il est incapable de faire quoi que ce soit pour modifier les choses. Et petit à petit, ça le conduira à sa perte à lui. Et c'est la femme. Alors à la femme, j'ai attribué au contraire la force de caractère à la femme. Et la la femme essaie de le sauver, mais finalement il va dépérir et il pourra plus supporter. Mais ce n'est pas un personnage réel puisque je suis pas dans ce cas. Alors, mais enfin, voilà ce que j'ai fait. Alors peut-être j'ai voulu en rendant hommage à la femme d'une certaine façon, comme une femme qui est plus forte, qui est beaucoup plus forte.